Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, écoutez, on est ensemble ce vendredi soir pour débriefer l'EDF et parler aussi des autres matchs, des autres zones, des éliminatoires. On va se faire un beau point parce que c'est vrai qu'on commence un petit peu en Europe, mais en Afrique on a bien avancé. En Amérique du Sud on a qualifié de nouvelles équipes la nuit dernière. Donc commencer un petit peu à se projeter doucement mais sûrement vers cette Coupe du Monde. Ça va être le fil rouge jusqu'à mois de juin, juillet, avec ce mondial en Amérique du Nord. Et ouais, ça va être pas mal. Petit à petit, on va monter dedans. Mais après, il y a un tel enchaînement qui est là. Le tunnel, j'espère que vous êtes accrochés parce que le tunnel, il va être interminable jusqu'au 19 juillet. Ça va être quelque chose. On n'irait pas petit à petit sur nos éliminatoires hors groupe de l'EDF, à savoir qu'on a pas mal joué. On est sur la 5e journée de la phase de groupe. On a joué hier, on a joué aujourd'hui, on joue demain. Demain, vous avez notamment les matchs du Portugal qui se déplace en Arménie et de l'Angleterre qui reçoit Andorre. Pour ma team hipster, on a un petit Irlande-Hongrie qui s'annonce bien sympa, je pense. Les vrais de vrais seront aussi devant Lettonie-Serbie de 15h. Oh, le Lettonie-Serbie, samedi 15h, celui-ci. Je pense que ça va être assez sympa. Non, bien sûr qu'on va revenir sur des résultats en détail qui se sont passés hier. Et il faut qu'on s'arrête sur l'Allemagne. L'Allemagne qui a perdu son premier match de la phase de groupe parce que l'Allemagne était du coup à la Ligue des Nations. Donc l'Allemagne a un groupe restreint, on le rappelle, avec seulement 4 équipes. Irlande du Nord, Slovaquie, Luxembourg. Le Luxembourg et l'Irlande du Nord, pourquoi pas. La Slovaquie, qui avait quand même fait un Euro 2024 intéressant. Et bien l'Allemagne s'est fait balayer. L'Allemagne qui aligne pourtant une équipe où tu dis il y a encore des noms, avec Florian Wirtz, avec Kimmich, t'as du Goretzka, t'as Voltemat qui vient de signer à Newcastle pour 90 patates, t'as Stiller. La défense, j'ai plutôt des réserves, c'est pour ça que je ne vais pas citer les noms. Mais l'Allemagne ne va pas bien. Ce qui est dingue, c'est qu'on avait quand même eu cette petite résurgence, je trouve, entre mars 2024, quand ils avaient tapé l'équipe de France à Lyon en gagnant 2-0. Vous savez, cette fameuse action, ils mettent un but au bout de 8 secondes avec la séquence Toni Kroos-Wirtz. Et vraiment, dans le jeu, l'Allemagne avait été monstrueuse. Et l'Euro, jusqu'à cette élimination en quart contre l'Espagne, j'ai l'impression que ça leur a fait peut-être un mal fou à la tête, parce que depuis, l'Allemagne, c'est une chute sans fin. Et l'Allemagne est vraiment, depuis l'Euro 2016, tu prends tous les résultats. L'Euro 2016, ils font dernier carré. Sinon, Coupe du Monde 2018, ils sortent en phase de groupe. L'Euro 2021, ils se font taper en huitième de finale par l'Angleterre. Il n'y avait pas photo. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de ce match, mais ils avaient été vraiment ignobles à ce moment-là. Coupe du Monde 2022, ils prennent la porte dès la phase de groupe. Ils se terminent derrière l'Espagne et le Japon. Et ensuite, tu as cet Euro 2024 où c'est pas mal, mais ils s'arrêtent dès les quarts de finale. Et je ne sais pas si dans l'histoire du foot, on a déjà vu l'Allemagne faire du coup 1, 2, 3, 4 tournois de suite sans atteindre le dernier carré. Parce que, bon, nous on a commencé à connaître ça, ma génération, on va dire les années 90, celle de nos darons, de nos grands-pères, je vous fais pas un dessin, mais la fameuse phrase, le football se joue à 11 contre 11, et à la fin c'est l'Allemagne ou la RFA qui gagne, on l'a tous entendu, enfin c'était vraiment un truc, l'Allemagne c'est les grands méchants du foot de sélection, même quand tu les attends pas, ils sont là, ils savent gagner salement, mais ils sont là, et t'as eu cette belle période où quand même, on peut le dire, il y a eu la Coupe du Monde 2006, demi-finale, Euro 2008, finale, Coupe du Monde 2010, demi-finaliste, Euro 2012, pareil, demi-finaliste contre l'Italie, avec le doublé Balotelli, pardon, et tu as cette Coupe du Monde 2014 qui est remportée, et là c'est vraiment l'apothéose, et depuis c'est, ouais, et on n'est pas habitué à ça. Alors c'est vrai que quand j'ai posté la photo de la sélection, on cherche toujours des raisons. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est la faute du grand méchant Guardiola? Parce que, encore une fois, Guardiola, qui est resté que 3 ans en Allemagne, apparemment, il aurait tout détruit, tout dévasté.
peut-être que Guardiola a imposé un truc qui est contre nature à certains joueurs allemands, mais la réforme du football allemand, j'avais fait une émission là-dessus, elle n'a pas commencé quand Guardiola est arrivé. La réforme du football allemand, elle a commencé dès la préparation de la Coupe du Monde de 2006. Souvenez-vous, hein, l'Allemagne qui termine, enfin un Euro 2004 qui est cata, hop, réforme au niveau des centres de formation, de la Fédé, on propose un peu plus de football de rue, on propose un nouveau programme un petit peu pour former les gamins, on revoit tout ça, et c'est vrai qu'on a pu voir que ça avait porté ses fruits avec l'émergence de joueurs comme Toni Kroos, comme Ozil, tout ça quoi. Et même Kimmich, hein, tu vois, juste après. Donc bon, le grand méchant Guardiola, je veux bien y croire. Par contre, il y a peut-être un autre truc, et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte, mais est-ce que nous, avec nos joueurs français qu'on envoie par escouade chaque été, parce que c'est un championnat Bundesliga, ils peuvent s'éclater, progresser, est-ce qu'on n'est pas aussi responsable d'un un petit facteur, tu vois? Mais c'est vrai que ces 5-6 joueurs français qui arrivent chaque été, bah, ils prennent peut-être la place de 5-6 joueurs allemands en formation. Alors après, ils doivent se battre pour leur place et tout, et si le joueur français joue, c'est qu'il est meilleur, mais peut-être que, tu vois, peut-être qu'il y a aussi une forme de blocage et que bah, les jeunes joueurs allemands ne peuvent pas progresser comme d'autres. Après, il y en a, tu vois, tu vois quand même des joueurs émerger. Enfin, on a quand même vu Florian Wirtz arriver, on a vu Moussiala arriver, Stiller, tu vois. T'as des très bons noms, hein, même Voltemat, tout ça. Mais peut-être que t'as moins de quantité et de facto moins de qualité parce que t'as un échantillon qui est moins vaste, quoi. En tout cas, je trouve que le débat est très intéressant parce que c'est vrai que l'Allemagne a paumé 2-0 contre la Slovaquie et c'est vraiment fait marcher dessus quoi. Enfin, faut le dire, c'était pas bon. Il y a le premier but, il y a le dépassement de fonction d'Anko qui était latéral à gauche qui se balade dans le camp allemand et qui réussit à percer tout ça. Enfin, vraiment, avec la remise de Strelec qui est magnifique. Strelec, pareil, qui se joue. Rudiger qui est aux abois total. Donc, c'est vrai que l'Allemagne a été assez inquiétante, stérile, 70% de possession, 616 passes, plus du double de son adversaire, mais 14 tirs, seulement 4 cadrés. Ça ne marche pas, ouais. Je veux juste voir peut-être la liste de l'Allemagne U21 pour voir par exemple est-ce qu'il y a des joueurs qu'on connaît quoi. Est-ce qu'il y a des joueurs là dans ces éléments-là, des joueurs U21 allemands que vous connaissez? Moi, le Gruda, c'est celui qui a mis ce fantastique but avec Mayence contre City. Sinon, bon, même moi, les U21 allemands, là, j'en connais pas des masses. Le Jetschle, c'est celui qui joue à Stuttgart, qui a 19 ans, ok. Kouarchi, il joue à Southampton, ok. Franchement, même là, moi, tu vois, j'en suis. Avançante Mayence, devant Viper, Tresoldi, attaquant du club Bruges. Ah, lui, par contre, ça me dit un truc, Tresoldi. Il a fait une grosse saison. Il a été acheté par Bruges en D2 allemande. Ça pour le coup, Tresoldi, maintenant, je mets un nom sur un visage, ça me rappelle quelque chose. Mais bon, tu vois, la liste des U21 allemands, ouais, même là, on connaît plus grand monde. Et pourtant, tu vois, il y a des joueurs qui ont quand même, tu vois, des belles équipes, hein, Bruges, Stuttgart, Brighton. Peut-être que, voilà, il faudrait laisser un peu plus de place à ça, quoi. Ouais, bah, quand tu compares à la France, c'est sûr que ça fait mal. Après, tu vois, je crois que de mémoire, le pire, c'est que les équipes de jeunes allemandes n'ont pas forcément des résultats dégueux. Tu vois, Euro-Espoir, phase finale 8, vainqueur 2009, 2017, 2021. Tu vois, ils ont encore gagné l'Euro Espoir en 2021 quand Guardiola était là. Euro U19, on va voir. Hein. Enfin, quand Guardiola n'était plus là, justement. Palmarès Euro U19. Bah là, t'as pas eu de finale depuis longtemps, par contre. C'est vrai que l'Euro U19, c'est plus inquiétant. T'as une victoire en 2014, sinon t'avais aussi gagné en 2008, mais ça commence un petit peu à remonter. Par contre, Euro U17, de mémoire, on les a pas mal affrontés. La génération Zaïre Emery, tout ça, Matistel. J'ai souvenir que là, pour le coup, on les a un petit peu plus affrontés. Donc, ouais, tu vois, Allemagne qui gagne en 2023, l'Allemagne qui est finaliste en 2015. Donc non, ça leur arrive quand même, tu vois, de faire encore des petits parcours, mais ils sont peut-être moins présents que ce que tu peux voir de l'Espagne, de l'Angleterre, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit recul, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit recul. Ah, Simon, c'est le Wonder Kid FM. Bah, c'est vrai que FM, moi j'ai un peu lâché l'affaire, je vous avoue.
Par contre, j'ai lâché l'affaire, mais le visuel, enfin le trailer que j'ai vu, et même l'attente de refaire un petit, challenge, ça me hype. Dennis Seyman, gardien de Paderborn. Ok. Bah écoute, là pour le coup, j'avoue, je passe mon tour. Donc ouais, l'Allemagne qui est tombée de haut avec ce résultat contre la Slovaquie. Bon, il reste encore du coup 5 journées. Tu vas affronter 2 fois le Luxembourg, 2 fois l'Irlande du Nord, tu vas faire le retour à la maison contre la Slovaquie. Donc si tu fais un perfect et que la Slovaquie perd un point en Irlande du Nord ou quoi, tu passeras devant. Mais c'est sûr que ce premier match, il peut laisser des traces. Et après, tu vois, hier, je l'ai dit sur la compo, c'est pas dingue. Et pour moi, c'est Ferenc Wirtz qui doit prendre la relève. Alors, le flambeau, en l'absence de Moussiala, parce que Moussiala, il est absent pour un moment avec sa fracture du péroné. On ne sait pas si on le reverra en 2015. En 2015. Bon, je sais pas si on l'avait déjà vu en 2015, mais en 2025, ça va être compliqué. Par contre, pour la Coupe du Monde, ce serait bien de revoir évidemment ce type de joueur. En vrai, Wirtz ne fait pas un mauvais match pour moi hier, mais il doit faire mieux. C'est le talent plus de cette équipe. Il y a des cadres qui ont aussi eu de leur faille, comme Goretzka, comme Gnabry, Rudiger, Ta, même dans un autre registre, Kimmich. On attend toujours un peu plus parce que je trouve qu'il est dans une meilleure période que d'autres qui sont dans un creux et qui ont une carrière descendante. Mais Wirtz, pour moi, il doit assumer ce statut. Et même si c'est vrai que les débuts avec Liverpool sont compliqués, tous ceux qui parlent de flop avec Liverpool alors qu'il est arrivé hier, voilà, vous savez ce que je pense de vous, pas la peine de vous faire un dessin. On arrête ce footixisme, et c'est même plus de la culture de l'instant, c'est de la culture de la seconde. Mais Wirtz, par contre, avec l'Allemagne, oui, là, il connaît bien le contexte, même si avec son club, ça n'a pas dingue le démarrage. Après, bon, il est quand même sur 3 victoires en 3 matchs. Au moins, il peut se rassurer comme ça. Mais là, j'attends plus de lui. J'attends plus de lui en attendant le retour de Moussiala, parce que pour moi, c'est vraiment ce mec plus pour faire un petit peu des différences. Et ouais, ça a manqué. Ça a manqué pour l'Allemagne qui est tombée de haut. Je pense qu'on peut le dire, qui est tombée de haut avec cette défaite. Et ouais, quand je dis la défense, à Middelstadt, Jonathan Tah, Rudiger, Collins, Baumann, ouais, faut que Schlotterbeck revienne. Je préfère rappeler Mats Hummels de sa retraite que mettre Rudiger titulaire. Là, je vous le dis, c'était assez inquiétant. C'était assez inquiétant ce genre de match pour le père Tonio, quoi. Donc ouais, l'Allemagne pas dingue. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme résultat? Hop, on va faire le petit tour des potes, voir un petit peu ce qui s'est passé. On a une victoire, je sais, de l'Espagne en Bulgarie, qui a maîtrisé son sujet, 3-0, voilà, avec des buts de Herzabal, de Merino, de Cucurella. T'avais milieu de terrain, Pedri, Zubimendi, Mikel, nickel. T'avais Fabian qui était laissé au repos, t'avais Nico Williams, Oyarzabal, Lamine qui était là, donc pas mal. En défense, t'avais Cucurella, Heusen, Lenormand, Pedro Porro. J'aime bien cette défense, elle a du style. En attendant peut-être que Koubarsi prenne la place de Lenormand, mais j'ai l'impression que De La Fuente a l'air de leur laisser un petit peu de continuité. Et Heusen qui s'est vraiment bien installé par contre dans ce 11 de l'Espagne championne d'Europe. Donc ça c'est à suivre de près. Ah, vous voulez qu'on parle évidemment des matchs un peu plus underground. Là vous voulez qu'on aille sur du sur du Slovénie-Suède. Mais il y a quand même des matchs, faut que je m'arrête juste parce qu'il y a des scores qui sont importants. Les Pays-Bas qui calent contre la Pologne. Ça, pour le coup, c'est important. Les Pays-Bas qui sont dans le groupe G, avec également la Finlande, la Lituanie et Malte. On est sur une équipe des Pays-Bas qui a fait 2 victoires, un nul, qui a un match de moins, qui est déjà en tête de son groupe parce qu'ils ont fait une grosse différence de but. Donc pour eux, ça va être tranquille. Mais c'est vrai qu'ils ont été accrochés. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le but de Matikash qui est assez exceptionnel. Vraiment une superbe frappe. Et oui, c'est vrai que cette équipe néerlandaise, elle a belle allure. Alors peut-être que Memphis Depay, 33 ans, pour être ton numéro 9, c'est peut-être là les Pays-Bas, ils vont manquer d'un gars un peu plus devant. En vrai, je vais peut-être dire une dinguerie, mais Emega, peut-être qu'il va avoir un temps de développement qui va être trop court par rapport à ce besoin d'avoir un 9 vital en CDM 2026. Emega, pour moi, il a le potentiel pour être titulaire dans cette équipe, sauf que en 2025, il peut pas y être encore, il n'est pas encore tout à fait prêt. Mais sinon, c'est vrai que le 11,
Putain, il envoie. Il est assez incroyable. Hein. Quand tu vois Verbruggen au cage, Dumfries, Van Eyck, Van Dijk, Van de Ven en défense, le milieu Gravenberch, De Jong, Reinders un peu plus haut, Xavi Simons, Gakpo version Pays-Bas, évidemment toujours un délice, et de paille. Et sur le banc, tu fais rentrer De Vrij, Weghorst, Timber. Pas celui d'Arsenal, mais son frère qui joue au Feyenoord, Daniel Malen, Justin Kluivert, et t'as aussi, t'as Noah Lang, t'as Schouten, t'as De Ligt qui sont... T'imagines De Ligt, le potentiel de fou, enfin, se dire que ce gars-là est désormais, 3e, 4e dans la hiérarchie, alors qu'il y a quelques années, c'était le... Van Dijk était là, hein, bien sûr, hein, mais lui, c'était... Enfin, la paire De Ligt-Van Dijk, ça devait tout arracher. Mais sinon, c'est vrai que je sais que Bruce a fait une vidéo, enfin, dans son live, on lui a demandé ses favoris pour la Coupe du Monde. Il a dit Espagne-Argentine qui se détache. Je suis d'accord, même si évidemment ce qui se passe, enfin l'impression de septembre, ce qui peut se dérouler entre janvier jusqu'à mai, puis ensuite juin. On ne souhaite pas de blessure, mais tu sais jamais, une ou deux méformes ou un, deux joueurs absents, ça peut quand même te changer pas mal de choses pour cette Espagne ou cette Argentine-là. Mais c'est vrai que moi, si je devais faire un chapeau 1, je mettrais Espagne et Argentine. Et ensuite, chapeau 2, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent s'y retrouver. Mais c'est vrai que quand tu vois ce 11 des Pays-Bas, le numéro 9 sera quand même rédhibitoire pour moi. Mais les Pays-Bas auront leur mot à dire. Bon, après, comme d'hab, tu auras l'EDF, tu auras le Portugal, tu auras l'Angleterre, tu auras forcément des équipes qui vont te décevoir. Avoir le Brésil version Carlo Ancelotti. Ouais, c'est vrai que le Portugal, peut-être les mettre... peut-être, je mettrais Espagne-Argentine chapeau 1, et juste en dessous, Portugal, peut-être avec une marge sur ce type d'équipe comme les Pays-Bas. C'est vrai que le Portugal m'a fait une très belle impression lors de la Ligue des Nations, et même si on n'est pas tous satisfaits du coach Roberto Martinez, ça reste quand même, très solide dans l'ensemble, quoi. Donc la Pologne qui a accroché cette équipe, cette belle équipe sur le papier, avec un but de Matikash, encore une fois, entrée de surface, gros pétard au premier poteau, enfin qui vise le premier poteau de Verbruggen. Donc très très propre pour le coup. Donc assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? La Belgique. Bon, la Belgique n'avait pas un gros adversaire. La Belgique, pour le coup, eux, ils sont dans le groupe J. Ils sont avec le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et Liechtenstein. Ils ont joué que 3 matchs. Ils en ont 2 de moins que le Pays de Galles, qui a fait plutôt, pas carton plein, mais qui a 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être avoir une petite hiérarchie dans ce groupe. Mais la Belgique, du coup, ça ressemblait à quoi le 11? Le 11, t'avais Courtois au cage, De Kuyper, Théâtre, De Bast, Meunier. En défense, t'avais Tillmans devant la défense, t'avais une ligne de 4, Fofana, Van Aken, De Bruyne, Doku, Openda. En fait, la Belgique, c'est comme d'hab. Tu sais que tu vas avoir des petites failles dans leur effectif ou dans leur 11. Mais Rudy Garcia, il a quand même des joueurs, encore une fois, que beaucoup d'autres sélections aimeraient avoir. Et quand je dis beaucoup d'autres sélections, c'est aussi des sélections du top 10 mondial. Et là, tu vois, je vois quand même des belles choses. Je vois des belles choses. Fofana qui a marqué, je crois que c'était sa première titularisation de mémoire. T'as De Bruyne qui est de retour, qui a marqué. Tillmans le doublé. Et Tillmans qui, je crois que Rudy Garcia veut énormément le responsabiliser, en faire une sorte de lien entre la fameuse génération dorée, Courtois, De Bruyne, Lukaku, et ces jeunes à l'image de Fofana. De Kuyper aussi, c'est très très bien que De Kuyper ait du temps de jeu enfin avec cette sélection belge, parce que c'est un joueur que j'appréciais pas mal à Bruges, qui a été transféré à Brighton et qui mérite une vraie belle exposition, je trouve. Donc lui, pour le coup, s'il peut prendre une place de titulaire, je suis moins fan de Théâtre et de Meunier. Mais de toute façon, je pense que même si, avec toute la bonne volonté du monde, tu pourras pas inventer un vivier. Enfin bon, tu vas pas rappeler Vermeulen, Vertonghen, Alderweireld qui ont bientôt 40 piges, quoi. Donc au bout d'un moment, tu fais avec ce que t'as et on verra par la suite. Mais c'est vrai que par exemple, t'as un Conny de Winter qui a rejoint l'AC Milan, qui est défenseur central. Donc tu vois, avoir l'évolution de ce gars-là. Mais bon, Théâtre, c'est vrai que c'est un gaucher. Donc je pense peut-être Rudy Garcia, il apprécie ça, quoi. Fatius qui dit retenez ça, l'Équateur en demi qui fait une Maroc du 1-2. Je pense que l'Équateur, ils vont figurer très très haut dans les pronostics de pas mal de gens, ça sera leur surprise et je peux l'entendre parce que c'est vrai que l'Équateur a quelque chose de très important pour une équipe qui veut faire une épopée, c'est une grosse défense. Estupinan, Hincapié, Pacho, Ordonez, avec ces 4 là, tu peux très très bien voyager, quoi. Et c'est vrai que Pevito le dit en défense, t'as peut-être Ngoy qui fait de très très bons débuts avec le LOSC qui pourrait bientôt arriver. Donc ouais, en vrai, je pense que
Pour moi, il n'y a qu'une seule équipe, grosse nation européenne, par rapport tu vois, au tirage au sort et au système où voilà, faut vraiment le vouloir pour pas y être. Il n'y a qu'une seule grosse nation qui a toujours ce petit truc du danger. C'est bien sûr l'Italie. L'Italie qui a attendu quand même la 58e pour faire la différence contre l'Estonie, avec Hein, le gardien d'Arsenal prêté au Werder Bremen, qui a fait un gros match. J'ai vu les stats, il a repoussé pas mal de tirs. Et finalement, l'Italie a fini par trouver la faille. C'est vrai que tu as Retegui, qui a été transféré en Arabie Saoudite, mais qui était meilleur buteur avec l'Atalanta l'an passé, qui a bien doublé. T'as Moeskin aussi qui a débloqué un petit peu tout ça en mettant un but de la tête. T'as Bastoni qui a marqué, t'as Raspadori qui a fait une grosse entrée. Raspadori, je crois qu'il est impliqué sur 3-4 buts. Donc l'Italie nous a fait très peur contre la Norvège. L'Italie peut encore terminer, je crois, deuxième, donc peut-être s'exposer à un barrage. Et on sait que pour l'Italie, c'est un truc qui pourrait être extrêmement stressant. Donc l'Italie est dans le groupe I avec la Moldavie, l'Estonie, Israël et la Norvège. La Norvège qui a fait un 4 sur 4. De toute façon, je pense qu'il y a un match qui va tous nous intéresser. Bah voilà, et en plus c'est parfait. C'est l'Italie-Norvège pour terminer la phase de groupe le 16 novembre 20h45. Celui-ci, ce sera popcorn. Je pense que ça va être pas mal. Et comme tu le dis, date match, vu le groupe, il faut que les Italiens gagnent 4-0 ou plus contre les Norvégiens. Je pense qu'ils devront soigner la différence de but, parce que très clairement, est-ce que la Norvège peut perdre des points en route? En fait, très clairement, ça va être compliqué, parce que la Norvège reçoit la Moldavie, reçoit Israël, reçoit Estonie, et reçoit et va en Italie. Donc là, s'ils font 9 sur 9, il faudrait que l'Italie elle se fasse pas un exploit, mais qu'elle atomise la Norvège. Mais ça me paraît quand même compliqué, parce que la Norvège qu'on attend enfin dans une grande compétition, j'ai l'impression qu'elle est plutôt bien armée, quoi. Donc la Norvège va peut-être encore envoyer l'Italie en barrage, et je pense que l'Italie, ils vont pas, ils vont péter un câble, quoi. Bon, après, là, c'est vrai qu'on se regardera ça. T'as encore des trucs de Ligue des Nations, de chapeau. Là, je sais qu'il y en a qui adorent se plonger là-dessus. On verra. Mais si l'Italie se retrouve encore en barrage, attention. Attention, parce que très clairement, ça peut craindre. Mais au moins, tu vois, Gattuso, pour sa première, il gagne. C'est vrai que l'équipe, sur le papier, même si tu vois, Politano, c'est peut-être pas le truc qui casse plus la baraque. Mais tu vois, la défense, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marco, ok. Le milieu de terrain, Barella, Tolali, plus qu'ok. L'attaque, oui, il n'y a plus Totti, Del Piero, Toni, tout ça. Mais Moiskin, Retegui, pour une sélection comme l'Italie, ça tient quand même la route. Sur le banc, tu as fait rentrer Locatelli, Raspadori, Esposito, Orsolini. Orsolini, j'aime bien. Orsolini, comme joueur qui doit un petit peu plus peut-être prendre des opportunités et prendre du temps de jeu. Je pense que c'est lui qui doit un petit peu se bousculer la hiérarchie. Et Cambiasso. Donc là, au moins, tu as première ordre d'idée de ça. Ouais, le PTSD de l'Italie, ouais, je pense que eux ils ont vraiment pas hâte de se retrouver là. Donc ok pour nos petits Italiens. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, il y avait ma team hipster. Bon, t'as quand même la Suisse hein, qui a fait un beau résultat contre le Kosovo, victoire 4-0. En vrai, l'équipe suisse aussi, ça a belle allure. Hein. Kobel au cage, Akanji, Widmer, Freuler, Chaka, Vargas, Rieder, Endoy, Mbolo qui a mis un doublé. Tant mieux pour le Stade Rennais qui a peut-être récupéré un mec en confiance. Il n'a pas joué avec Monaco hein, depuis le début de saison. Ça, pour le coup, c'est bien de récupérer ce, type, ce type de joueur. Donc, ouais, la Suisse, je pense qu'eux, ils vont être assez tranquilles, non? Je ne sais pas si on va avoir la photo des éliminatoires pour la Suisse. La Suisse, ils sont avec la Suède, la Slovénie et le Kosovo. En vrai, le groupe, il est un peu relevé quand même, non? C'est pas le groupe le plus simple de l'histoire. Hein. Parce que Suède, t'as Isaac Gyökeres. Slovénie, t'as Sesko et Vipotnik. Et Kosovo, t'as Zegrova, même si ce soir, je pense qu'il était pas là. Kosovo, t'avais qui? T'avais Mouriki, qu'on connaît un petit peu. T'avais Ramani, le défenseur de Naples. Et t'avais Muric, le gardien de Sassuolo. Mais sinon, ouais, c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de qualité, de profondeur de banc. Mais franchement, le groupe il est tendu. Hein. Là, les places, on va arracher. Hein. Justement, ce Slovénie-Suède, avec l'égalisation du crack Vipotnik à dernière minute, ça dit quoi au niveau de la compo? Suède avec Olsen, avec Gudmundsson, Yen Ekdal.
T'as du Ayari, le joueur de Brighton. T'as Hugo Larsson, le très bon milieu de Francfort. T'as Gyökeres et Langa. T'as Isaac qui est resté sur le banc, c'est ça. En même temps, il y a peut-être une préparation un petit peu bizarre. T'as aussi Nanasi qui est resté sur le banc, le joueur de Strasbourg. Et côté Slovénie, bon, t'avais Sesko qui était titulaire. T'avais Lovrik également juste derrière. Sporar, j'avais bien aimé à l'Euro. T'as Oblak évidemment qui est toujours là. Bijol. Et t'as donc ce diable de Vipotnik qui est rentré, qui a marqué. Donc, content pour lui. En vrai, ça, c'est vraiment top, quoi. Date match. La Suisse, c'est l'équipe de Chapeau 2 qui est toujours là, quoi qu'on en dise. Je sais plus qui avait dit si tu ne bats la Suisse, alors ça veut dire que t'es une grosse équipe, mais je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est une belle phrase. Et en plus, ils étaient pas loin d'aller en demi de l'Euro, hein, parce que ça joue au tir au but. Et vraiment, au point, si c'était un match de boxe, je crois qu'ils avaient fait un meilleur match que l'Angleterre hein, lors du quart de l'Euro. Donc il y a de vrais regrets, je pense, pour la Suisse à pas avoir su peut-être passer le fameux de ces matchs référence. C'était pas loin pour eux, mais ils avaient quand même tapé l'Italie avec la manière. Donc c'est vrai que la Suisse, à la Coupe du Monde, ça fera partie des équipes, comme toujours, à surveiller. Je sais que la Grèce en a passé 5 à Biélorussie. Et la Grèce, par contre, ça m'intéresse. La Grèce avec le Danemark, l'Écosse. Et la Grèce, en vrai de vrai, il y a une équipe. Il y a une équipe à surveiller de près. Attention à la Grèce, les amis. Il y a un secteur offensif que j'aime beaucoup, avec Pavlidis, évidemment, l'attaquant de Benfica, qui a un style un petit peu benzemesque que j'apprécie énormément. T'as l'immense Bakasetas qui a croisé la route de l'OM du RC Lens en barrage de Coupe d'Europe qui joue du côté du Panathinaikos. T'as Tsolis, l'attaquant, l'ailier qui monte un petit peu du côté de Bruges, qui sera sans doute la prochaine grosse vente du club belge. Et puis on reste en Belgique avec Karetsas, autre membre de la génération 2007, en plus de Rodrigo Moura, de Yamal, de Boadi. Là aussi, on a un client assez fantastique, le milieu de Genk qui prend de plus en plus d'ampleur. On a eu une petite rumeur du côté de l'OM pour lui, mais on savait qu'il y avait un choix de sélection entre la Belgique et la Grèce, et il a bien choisi la sélection grecque. Et la Grèce, entraînée par monsieur Jovanovic, a déroulé ce soir contre la sélection biélorusse. Et il y a d'autres joueurs évidemment qu'on connaît, avec Mavropanos qui était passé par West Ham, comment ça s'appelle, si, il est toujours à West Ham en fait, qui était passé par Arsenal, Stuttgart et qui évolue du côté de West Ham. T'as évidemment Tsimikas qui a quitté Liverpool pour la Roma. T'as peut-être 2-3 joueurs qu'on connaît. T'as Ioannidis qui est parti au Sporting, l'attaquant, pour remplacer Harder, donc à suivre de près. Donc écoutez, j'ai un petit feeling, une petite take, les gars, mais je pense que la Grèce sera de l'aventure à la Coupe du Monde, même si tu as l'Écosse et le Danemark. Je pense que c'est une équipe qui peut soit terminer peut-être sans doute plutôt barragiste, parce que à mon avis le Danemark fera peut-être parler l'expérience, mais j'ai un très bon feeling avec cette nouvelle génération grecque. Je trouve qu'il y a vraiment un quatuor offensif qui me plaît énormément. T'as 2-3 tauliers défensifs derrière. Et je pense qu'il y a bien moyen qu'on voit la Grèce assez conquérante lors d'une prochaine compétition. Justement, juste un peu checker peut-être les compos du Écosse-Danemark. À quoi ça ressemble. Hop, le Écosse-Danemark. Je pense que ça devait être une soirée à part pour les gardiens. 16 tirs pour le Danemark, 2 cadrés. 11 tirs pour l'Écosse, 1 cadré. C'est intéressant ça. Et du coup, t'avais pour le Danemark, franchement, le secteur offensif danois, Dolberg, Bierret, avec Damsgaard juste derrière. Ensuite, au milieu de terrain, t'avais Hjulmand, Højbjerg, Maleux, Dreyer en piston. Et ensuite, t'avais Christensen, Andersen, Christensen, l'autre, celui du Barça. Et toujours Schmeichel au cage, voilà. L'Uruguay à Muslera. Et eux, ils ont Schmeichel au cage, qui est toujours présent. Et t'as Højlund qui est là, t'as Grønbæk, évidemment, ce Albert Grønbæk m'intrigue, t'as Matorae qui est également présent. Et sinon, côté Écosse, c'est vrai que t'as un bel effectif, hein, avec McGinn, avec McTominay, meilleur joueur de Serie A, t'as Robertson, t'as Souttar, t'as Ike. J'avais été déçu de l'Écosse lors du fameux Euro. Donc là, pour le coup, cette équipe à voir, mais j'ai un petit feeling sur la Grèce. Voilà, je voulais vous partager ça. Est-ce qu'on n'irait pas se faire également je pense que dans la zone euro, on a fait à peu près tout. Évidemment, le prochain match de l'EDF, c'est contre l'Islande mardi. Donc pareil, on se fera un récap, une émission, histoire de voir à peu près tout ce qui se passe dans ces éliminatoires. Est-ce que c'est pas le moment de voyager, de prendre nos valises et de se rendre un peu plus loin avec la zone Afrique. La zone Afrique,
Je vous le rappelle qu'il y a une particularité assez dingue. Et là, c'est là où on va pouvoir rentrer dans les fameux détails de c'est quoi ces histoires de barrage intercontinental, comment ça se qualifie. Alors l'Afrique, je le rappelle, pour ce continent, tu as 10 groupes. 10 groupes, c'est ça. A, B, ouais, c'est ça. Et du coup, tous les premiers sont qualifiés. Tous les premiers sont qualifiés. Non, pardon, le groupe J ne compte pas, c'est le groupe des meilleurs deuxièmes. Excusez-moi. Du coup, t'en as 9, du groupe A au groupe I. Le premier est qualifié directement pour la Coupe du Monde. Et ensuite, tu auras un tournoi entre les 4 meilleurs deuxièmes. Donc là, pour l'instant, tu as Gabon, Cameroun, Sénégal, Burkina Faso. Et le vainqueur de ce tournoi, accrochez-vous, disputera le barrage de la FIFA qui déterminera les 2 derniers qualifiés. Le tournoi de barrage de la FIFA verra 6 équipes batailler pour décrocher les 2 derniers billets à pourvoir pour la Coupe du Monde. 2 équipes de la CONCACAF, une de l'AFC, une de la CAF, une de la CONMEBOL et une de l'OFC disputeront le tournoi de barrage qui aura lieu en mars 2026 lors de la fenêtre internationale du 23 au 31 mars. Parmi les 6 participants, les 4 équipes les moins bien placées au classement mondial s'affronteront en demi-finale, tandis que les 2 équipes les mieux classées seront qualifiées d'office pour leur finale. Les vainqueurs des 2 finales disputeront la Coupe du Monde 2026. Ça peut peut-être avantager une grosse sélection africaine, type, voilà, tu vois, par exemple, qui pourrait être avantagée. Voilà, si par exemple, tu vois, t'as le Sénégal, mais ça voudrait dire que le Sénégal devrait d'abord gagner son barrage continental avec demi-finale et finale. C'est un peu un truc. Franchement, c'est un chemin que je souhaite à personne qui va être assez dur. Ouais, c'est ça, comme le dit Kim, le vainqueur affrontera le champion de Ligue 2 dans un BO5. Là, ils ont trouvé une formule. Waouh, c'est le pétage de crâne. En gros, rien capté. Pour te résumer ça, tu auras plusieurs équipes intermédiaires barragistes qui iront elles-mêmes s'affronter dans une sorte de mini Coupe du Monde pour justement gagner leur place à la Coupe du Monde. Du coup, tu auras 3 équipes d'un côté, 3 équipes de l'autre. Tu auras une équipe déjà en finale, enfin 2 équipes en finale parce qu'elles auront le meilleur classement FIFA. Et ensuite, tu auras une équipe par exemple de l'AFC. Donc on va prendre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme sélection qui s'est pas encore qualifiée. On va dire, Osef, hein, on va prendre le Kyrgyzstan qui affronterait par exemple Cuba. Et le vainqueur de ce match ferait une finale contre le Venezuela. Et potentiellement, tu aurais un barrage Venezuela-Kyrgyzstan. Et le vainqueur de ce match, ça y est, il a sa place pour la Coupe du Monde, la vraie. Et dans l'autre sens, tu aurais donc une de l'OFC. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, bon, après là, je prends un truc. Les îles Fidji, qui affronteraient une équipe de la CONCACAF. Donc là, je vais prendre le Guatemala. Donc là, tu aurais un Guatemala-Fidji. Et le vainqueur affronterait, là, on va prendre l'équipe de la CAF, donc le Sénégal. Et pareil, Sénégal-Fidji, le vainqueur va à la Coupe du Monde. Hop, c'est les tournois d'accession, exactement. C'était plus simple avant. En gros, avant, c'était plutôt réglé entre fédérations, mais tu avais quand même, tu sais, ce fameux barrage entre continents. Tu avais, une équipe sud-américaine qui a affronté une équipe asiatique ou une équipe d'Océanie qui a affronté une équipe de la fameuse CONCACAF, Amérique du Nord, Amérique centrale. Donc tu avais déjà des barrages entre plusieurs continents, mais là c'est vraiment un mini tournoi qui va se dérouler à une échelle assez dense, quoi. D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'il y a eu un Pérou-Australie en barrage, non Barrage. L'Australie s'impose au tir au but contre le Pérou. Tu vois, donc il y avait déjà ces histoires de barrage. Là, ils ont trouvé quand même une formule. J'ai préparé ce live parce que, évidemment, déjà, je suis consciencieux, j'aime bien faire ça. Mais je me suis dit, heureusement que j'ai préparé parce que moi-même, j'ai dû bien aller, prendre des petites informations et bien me rendre compte du délire. Mais pour revenir à la zone Afrique, tu devrais être assez protégé parce que quand même, tu as pas mal d'équipes qui ont un bon classement par rapport à peut-être des équipes de la zone CONCACAF ou Asie où tu peux être assez éloigné. Donc pour l'instant, en zone Afrique, on a en qualifié potentiel. On a joué la 7e journée et il reste... non, il y en a qui n'ont pas tout joué leur match. Tu vois, par exemple, l'Érythrée qui a déclaré forfait. Mais il nous reste encore 3 journées. À cet instant présent, en qualifié, on a l'Égypte, la République démocratique du Congo, qui est devant le Sénégal dans le groupe B, en sachant que mardi, il y a
un RD Congo-Sénégal. Ne le loupez pas celui-ci juste avant le France-Islande, c'est parfait. Groupe C, on a l'Afrique du Sud qui est en tête. On aurait le retour de l'Afrique du Sud en Coupe du Monde et c'est bien parce que je crois qu'ils avaient fait une très belle CAN. On a le Cap-Vert qui est devant le Cameroun d'un point. Donc attention, le Cameroun qui pourrait se retrouver là. Et l'Angola qui a fait une très belle CAN qui est seulement 4ème. Donc petite déception là. Le groupe E, le Maroc qui est quasiment qualifié, qui a 8 points d'avance sur la Tanzanie. Ensuite, on a le groupe F avec la Côte d'Ivoire qui a qu'un petit point d'avance sur le Gabon. Attention, les champions d'Afrique ne sont pas à l'abri. Et c'est incroyable. Le programme, t'as un Gabon-Côte d'Ivoire qui tombe mardi. Pareil, là, t'as vraiment des finales qui s'enchaînent. Ensuite, tu as l'Algérie qui a 6 points d'avance sur l'Ouganda. Donc l'Algérie qui, pareil, qui a loupé Coupe du Monde 2018-2022, qui pourrait retrouver un mondial 12 ans après. Le groupe H, tu as la Tunisie qui a 7 points d'avance sur la Namibie, donc la Tunisie, ça va le faire. Le Ghana, qui est pas à l'abri. Par contre, tu as un beau groupe. Hein. Tu as les Comores, tu as le Mali, tu as Madagascar, tu as le Ghana. Donc Mali qui a 12 points. C'est un petit peu décevant. Et tu as un Ghana-Mali qui tombe là, qui tombe lundi. Donc ça va être assez sympa, quoi. Le Maroc, c'est bon. Le Maroc est officiellement qualifié. Parfait. Merci pour l'info, les amis. J'étais pas sûr d'avoir. J'ai vu qu'ils ont tapé largement le Niger avec encore un but d'Igaman. Qui pour arrêter Igaman, la superstar. Et je suis trop content pour lui qu'il ait ça. Et d'ailleurs, la compo du Maroc a battu Niger. T'avais Bounou Okage, Hakimi, Aguerd, Massina, Belhamari. Ensuite, t'avais Amrabat en sentinelle. Brahim Diaz, El Anaoui, la première. Saibari qui a marqué un doublé, Ben Seguir et El Kabi sur le front de l'attaque. Et là, c'est vrai que tu as des remplaçants qui sont super sympas. Shamsini Talbi de Sunderland, Azeli Ounahi qui se relance à Gérone, Soufiane El Karouni, pardon. Ensuite, Hamza Igaman qu'on vient d'évoquer, le nouvel attaquant du LOSC, et Bilal Ranous qui a enfin eu son transfert du côté de Stuttgart. Donc, ouais, ça c'est vraiment bien chouette, quoi. Vraiment, c'est une belle nouvelle de voir le Maroc confirmer son statut. De toute façon, le Maroc a une année charnière parce que bah, tu as la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 où tu vas être attendu, mais tu as surtout la CAN à la maison qui arrive. Et d'ailleurs, je voulais dire, le nouveau stade qu'ils ont inauguré ce soir à Rabat, bah, il est juste dingue, il est magnifique. On dirait vraiment un stade modélisé, moderne, tout ce qu'on aime, un peu Stadio della Luz. Franchement, Stadio della Luz, pardon, il est très très beau. Franchement, ce nouveau stade, il en jette. Et on voit que le Maroc est un pays qui a, au niveau des infrastructures, au niveau d'un développement au-delà de leur très très belle performance à Coupe du Monde 1-2. Franchement, c'est un modèle à souligner. Maintenant, il n'y a plus qu'à concrétiser ça parce qu'on sait qu'il faut des titres, il faut des palmarès, que c'est très important. Et je pense que tout le monde les attend au tournant lors de leur CAN à domicile. Alors, on est d'accord, il y a un petit truc avec le stade de Benfica. Hein. Franchement, moi j'y suis allé, même si l'anneau, enfin le toit, l'anneau est un peu plus élevé, il y a un peu plus de respiration à Benfica. Je trouve qu'avec les sièges rouges, tout ça, il y a un petit truc, quoi. Et oui, comme le dit le coup franc de Mbappé, évidemment, un stade sans piste, ça fait toujours plaisir. Donc le Maroc s'est largement baladé contre le Niger. T'as la Côte d'Ivoire qui a battu le Burundi. On a les compos avec Yaya Fofana, t'as Zogbe, Kosonu, Ndika, Konan en défense. T'as Kessié Fofana au milieu de terrain. Amad Diallo, Sangaré, Adingra, Bayo devant, qui ont donc permis à la Côte d'Ivoire de se détacher. T'as quand même un petit peu de banc avec Pépé, avec Aller, t'as aussi Evan Guessant, t'as Emmanuel Agbadou, et t'as Alban Lafont qui était là pour la première fois. Donc Alban Lafont qui a fait son choix de sélection. On sait que bon, il a été pisté par l'EDF. Souvent, il était entre 3e et 4e gardien. Il avait des origines du Burkina Faso. Et finalement, il a choisi la Côte d'Ivoire pour un grand-parent de mémoire, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as le Congo qui a battu le Soudan du Sud. Soudan du Sud qui est pas qui est une équipe où on sait que c'est jamais évident de se rendre là-bas. Et un secteur offensif qui a très très bien marché avec Wissa transféré à Newcastle. Bakambu qui a marqué un doublé. Bakambu, voilà, c'est un nom. Et Mboukou qui se relance du côté de Montpellier. Et t'as quand même 2-3 noms qui sont très sympas, je trouve, dans cette équipe. T'as eu la première de Wan-Bissaka, qui a, lui, pareil, évidemment, choisi entre l'Angleterre et la sélection congolaise. Bon, l'Angleterre n'a pas forcément fait appel à lui. Donc, il a fini par se tourner vers
vers les Léopards. Ensuite, tu as Sadiki, super joueur de l'Union Saint-Gilloise qui a été recruté par Sunderland. Donc ça se voit que le milieu va prendre un petit glow-up encore. Et puis, tu as des petits joueurs sympathiques avec voilà, tu as Charles Piquet, Gédéon Kaoulou, Merchak Elia qui était passé par le FC Nantes. Donc, Dimitri Berthaud, toujours sans club, c'est ouf. Hein. Mais Mpassi, en plus, il avait fait une séance de tir au but qui était dingue à la dernière CAN. Et donc, tu as cette fameuse finale qui va arriver, finale avant l'heure entre le Sénégal et le Congo. On va voir ce que ça va donner. Le Sénégal qui a battu de son côté le Soudan 2-0 avec Edouard Mendy dans les cages, Crépin Diatta, Koulibaly Niakate en défense, Diouf en latéral à gauche. Je pense que c'est El Hadji Malick Diouf, c'est le joueur de West Ham. Très bon profil à suivre. Ensuite, tu as un beau milieu de terrain avec Pape Gueye, avec Pape Matar Sarr et Habib Diarra. Franchement, sur le papier, c'est quand même vraiment pas mal. Et l'attaque avec Sadio Mané, toujours là pour porter l'héritage et porter un pays sur ses épaules, mais il est pas mal accompagné entre Boulaye Dia et surtout Iliman Ndiaye qui sort évidemment d'une très belle saison à Everton, et pareil, le début de saison est remarquable. Et t'as pas Ismail Assar, je sais pas où est passé Ismail Assar, mais tu vois, tu rajoutes un Ismail Assar pour te foutre un petit peu le bordel dans cette équipe, c'est quand même pas mal. T'as aussi Lamine Camara, évidemment, le milieu de terrain, c'est vrai que le vivier au milieu de terrain du Sénégal est quand même assez fou, en plus de Nicolas Jackson, Idrissa Gueye également. Non, franchement, l'équipe du Sénégal, si ça termine deuxième, ça termine barragiste, même si, bien sûr, le Congo n'aura pas démérité, mais franchement, eux, il faudra se les coltiner en barrage. Et après, évidemment, ils auront aussi la pression, parce que le Sénégal, qui a fait 2 CDM de suite entre 2018 et 2022, on les attend toujours un petit peu. Mais ouais, franchement, sur le papier, l'équipe, elle envoie. Hein. Elle est vraiment archi séduisante. Et puis on a l'Algérie, je crois, qui va quasiment retrouver cette Coupe du Monde après une attente plus que très très longue. On sait que c'est toujours particulier avec le sélectionneur Petkovic que j'ai bien connu à Bordeaux. T'avais Gendouzi au cage. Gendouzi, que j'ai vu quelques extraits, c'est un peu inquiétant d'avoir... j'ai l'impression que l'Algérie, depuis Mboli, ça n'a pas été souvent ça. Au niveau des gardiens, t'as une défense avec Attal, Mandi, Tougaï, Ben Sebaini, Boudaoui. Ça, pour le coup, avec sa forme à Nice, c'est très fort. T'as Ben Taleb, t'as Oussem Aouar qui est titulaire. Et une attaque composée de Marez, Gouiri, Amoura. Amoura, très très belle détente de la tête. Il fait 1m70, mais la détente a été là. Et par contre, t'avais Bounedja qui est rentré, qui a tout fracassé. Belaïli aussi. Benrama qui était là. Je sais que le coach a laissé Maza, le nouveau joueur à suivre du côté de Leverkusen, et Hadj Moussa, l'ailier du Feyenoord. Donc des choix qui ont fait pas mal parler, même si tu as la victoire. Mais bon, c'est un choix de roi, mais bon, c'est sûr que c'est pas des joueurs... Enfin, si tu prépares un petit peu l'avenir, Hadj Moussa, pour moi, il doit y être tous les jours, plutôt qu'un Benrama que je trouve personnellement sur une pente descendante. Je regarderai la suite en rediff. Bonne nuit les fous du bus. Merci beaucoup, groupie de PFUT. C'est sûr que là, quand on commence à aborder ces éliminatoires, on est entre passionnés. Là, quand il est plus de minuit, je sais que j'ai avec moi la crème de la crème. T'as aussi Ilan Kebal, c'est vrai, qui n'est pas rentré en jeu. T'as aussi Van de Kerkhoff, Benzia, des joueurs qu'on connaît un petit peu. Donc voilà, l'Algérie, je pense ça va le faire. Ça dit quoi juste du côté du Cameroun, le continent, avec leur victoire 3-0 contre l'Eswatini. Hop, tu as du coup Onana au cage, tu as Nagida, Boyomo, Nga2, Ngamale en défense, tu as Ongla Anguissa au milieu de terrain, et tu as une attaque qui est composée d'Aboubacar, lui aussi sans club, mais qui est toujours là, de Mbemo, d'Avom et d'Nkoudou. Après, Aboubacar, même sans club, en année de CAN, il faut toujours s'en méfier. Et tu as aussi Franck Magri, Bassogog, Choupo-Moting, Dani Namasso. Tu as quelques joueurs intéressants. Donc, faudra voir pour le Cameroun. On sait que c'est toujours un petit peu électrique avec Samuel Eto'o à bord. Bon, je pense qu'on a fait un beau tour. Pas Baleba, c'est vrai. Baleba qui n'était pas là. C'est vrai que Baleba, au niveau du milieu de terrain, c'est vrai que c'était un milieu de terrain Baleba, Zambo Anguissa. Ouh. Je pense que là, ça peut te faire des dégâts.
Finale en vue pour le Cameroun au prochain match, parce que le Cameroun, du coup, est dans le groupe. C'est ça, le Cameroun est avec le Cap-Vert. Et tu as. Mais en fait, ils ont décidé de mettre tous les gros chocs en même moment. Après, on va se régaler. Hein, parce que là, tu as aussi le Cap-Vert Cameroun qui se rajoute au Gabon Côte d'Ivoire et au RDC Sénégal. Franchement, lundi, mardi, ça va être dantesque. Ça va être un sacré programme. Là, je pense que ça va être de la folie, quoi. Aboubacar en mission, je prenais au hack en vrai de vrai. Oh, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 où je pense que s'il y a besoin d'un numéro 9, je l'envoie. Après, on sait que le salaire, quand tu es sous encadrement, que c'est difficile, que tu comptes chaque denier, c'est pas simple. Mais Aboubacar, même à cet âge-là, il peut toujours t'apporter. Et encore une fois, lui, il a la sélection en tête. Et pour se maintenir, il fera le nécessaire, quoi. Donc voilà, ce petit tour d'horizon sur la zone Afrique. Il nous reste une dernière grosse zone, et pas des moindres à voir, avec la zone Amérique du Sud, où quasiment tout est joué, puisqu'on a eu les 2 derniers qualifiés directs, avec la Colombie de Rames. Et pareil, hein, on va parler pas mal d'émotions, parce que ça a été assez émouvant. Il y a eu évidemment la dernière de Messi en Argentine, Messi qui a marqué face à la Bolivie. Le but d'ailleurs, Alvarez, la différence, le crochet pour servir, et Messi le petit piqué fantastique. Et tu as évidemment la Colombie de Rames, qui pareil, Rames, on l'a vu assis sur le terrain, vraiment en mode voilà, ça y est, hein, pour moi c'est fini cette aventure. Au moins pour les matchs à domicile à Barranquilla. Donc ça représente aussi la fin d'une ère, parce que pour certains, peut-être la carrière de joueur en club de Rames est décevante, mais en sélection, c'est un monument absolu. Bon, je pense que vous le savez, rien qu'avec la Coupe du Monde 2014, mais c'est un monument comme peut-être on le sous-estime en France, en Europe. Rames, pour rappel, quand il négocier avec un club, il y a des accords de marketing, des accords de contrat pour définir des droits à l'image au pays et tout, parce que c'est vraiment une icône, une vedette absolue. Donc chaque transfert de Rames, ça engendre quelque chose, et c'est un mec qui laissera une empreinte incroyable. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il aura au moins ce last dance, surtout que la dernière Copa América, il avait terminé meilleur passeur, il avait été jusqu'en finale avec cette belle équipe de Colombie. Donc on va retrouver la Colombie, on verra juste après le détail des compos, et le Paraguay. Et là j'en profite aussi, ça fait bien plaisir, parce que le Paraguay, pour ma génération, le Paraguay, ça représentait aussi un beau morceau. La Coupe du Monde 98 avec le fameux but de Laurent Blanc, le but en or de Lolo White. Le Paraguay qui était toujours une équipe un peu difficile à jouer, avec de très bons défenseurs, aussi des attaquants de renom. Voilà, tu cites Cardozo, je vais te citer Roque Santa Cruz, Nelson Valdés, Lucas Barrios, même un peu plus récemment Miguel Almiron. Les Paraguayens ont toujours su former de beaux attaquants ces derniers temps. Et le Paraguay a peut-être eu un petit creux générationnel avec Almiron. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus en Coupe du Monde, depuis 2010, je crois. Là, on va les revoir. Ouais, je sais que Cardozo et Roque Santa Cruz sont ensemble, parce que je voulais faire une vidéo sur ces joueurs encore en activité qu'on ne soupçonne pas. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir qu'il y a un club au Paraguay qui réunit une attaque. Bon, les deux ne jouent rarement ensemble. C'est plutôt l'alternance, un coup l'un, un coup l'autre, parce que faire jouer 2 papis de 42 piges devant, c'est quand même un sacré pari. Mais on a donc Cardozo et Roque Santa Cruz, merci, qui évoluent ensemble au Club Libertad. Donc ça, c'est une très très belle histoire. Et oui, avant qu'on parle évidemment en détail, il y a quand même un crash absolu dans ces éliminatoires. Alors peut-être qu'ils peuvent encore terminer avant-dernier, mais le Chili, quand on se souvient du Chili, grande époque de Vidal, de Valdivia, d'Alexis Sanchez, de Bravo, d'Isla, de Jean Beauséjour, de Gary Medel, de Mathias Fernandez. Enfin, il y en a eu tellement de très très bons joueurs au Chili. C'est vrai que ça fait de la peine de les voir derniers, 2 victoires en 17 matchs. Et eux, pour le coup, je pense qu'ils prennent la tempête du creux générationnel absolu, quoi. La dernière fois qu'on a eu le Paraguay, c'était la Coupe du Monde 2010, parce que de mémoire, le Paraguay joue l'Italie, et justement c'est une des équipes contre lesquelles ils font match nul, et derrière ça les empêche d'aller au bout. Donc voilà, tu vois, Italie et Paraguay, avec les compos, t'avais quand même Roque Santa Cruz et Cardozo qui étaient sur le banc. Ok, sympa. T'avais Barrios, t'avais Nelson Valdés, et ouais, c'est ça.
Donc Paraguay, la dernière CDM, ça date de 2010, donc 16 ans après. Et en plus, c'est un beau maillot, hein, tu vois, rouge et blanc rayé comme ça, je le trouve assez, assez stylé. Mais ouais, le crash du Chili, qui est absolu. Bah, d'ailleurs, le Chili qui a perdu 3-0 contre le Brésil de Carlo, qui est déjà qualifié. Qu'est-ce qu'on a comme joueur? On reconnaît deux trois noms, tu vois. Le Ben Brereton Diaz, qui a enchaîné pas mal de prêts en Angleterre, en Liga, qui est un attaquant, tu vois, un peu mid, mais tu vois, ça peut toujours faire l'affaire. T'as Gabriel Suazo, l'ancien Toulousain. T'as Maripane, l'ancien monégasque. Le Diaz, est-ce que c'est pas le Polo Diaz? Non, je pensais que c'était. Il y avait un Diaz aussi qui avait été longtemps dans la sélection chilienne. Je me demande si c'est pas lui, parce que là je le vois avec un maillot Nike. Donc je me dis que peut-être c'était à l'ancienne. Maripane existe toujours. C'est vrai. C'est vrai que Maripane existe toujours. Maripane, je sais même plus où est-ce qu'il est aujourd'hui. Maripane, il est au Torino. Bah voilà, j'espère que vous êtes contents parce qu'il est minuit et demi. C'est l'info que je vous donne en ce week-end. Maripane joue au Torino. Donc ça, c'est quand même une belle information. Ensuite, on a Gonzalo. Ouais, tu vois, je connais plus personne. Donc vraiment, ils sont dans un creux générationnel absolu. Et bon, ils vont devoir taffer ça pour l'après. On en profite, hein, on regarde un petit peu la section du Brésil avec Alisson au cage. Défense, Wesley, Marquinhos, Gabriel, le Gabriel d'Arsenal, et le Douglas Santos, latéral gauche du Zénith. Ensuite, au milieu de terrain, on a Bruno Guimaraes et Casemiro. On a Estevao qui prend du temps de jeu, qui marque. Ça, c'est très très bien. On a Rafinha qui était titulaire avec également Martinez et Joao Pedro. Tu te dis qu'il n'y a pas Rodrigo, il n'y a pas Vinicius, même si on sait que Vinicius en sélection brésilienne, ça a toujours été moins fort qu'en club, mais ça reste quand même un talent XXL. Et puis tu as eu en entrant, tu as eu André Santos, donc content pour lui, qui prend du temps de jeu et à Chelsea avec la sélection brésilienne. Tu as Lucas Paqueta, tu as Richarlison, tu as laissé sur le banc du Samuel Lino, du Kevin Riquet. Donc ok, intéressant comme petites informations côté Brésil. Le Pérou, ouais, le Pérou, c'est chaud quoi. Marcelo Diaz, merci pour le défenseur chilien. J'avais oublié son blaze. Maintenant Marcelo Diaz avec Medel, avec Isla, tout ça. C'est bon, je me souviens de ces petites fripouilles. Non, les deux dernières équipes qualifiées. Donc du coup, tu avais le Paraguay qui a fait 0-0. Le Paraguay, on retrouve. Ok, tu vois, il y a quand même des joueurs qu'on connaît. Là, pour le coup, il y a des joueurs qu'on connaît avec notamment Alderete, ancien défenseur de Retafe, Cassina Sunderland. On a Junior Alonso qui est passé un tout petit peu par le LOSC, mais qui est là. On a Miguel Almiron, du coup, qui est reparti de mémoire en MLS. Bah voilà, il est à Atlanta, donc la boucle est bouclée. On a Ronaldo Martinez, attaquant de Atlético Platense, que je connais pas du tout. Par contre, Sanabria, ça nous parle à tous. Attaquant qui a enchaîné beaucoup d'équipes entre l'Italie et l'Espagne. Là, c'est bon, il a la Cremonese, donc coéquipier de Mumbagna et de Vardy. On a Diego Gomez, et lui, c'est le milieu de Brighton, c'est ça. Lui, il m'intéresse pas mal, le Diego Gomez. J'aime beaucoup son profil avec les Seagulls, même s'il n'a pas tout le temps été titulaire. Je trouve que c'est un joueur intéressant. Et tu vois, tu recommences à avoir des noms. Donc ça peut être assez intéressant pour cette équipe paraguayenne de retrouver ça. Gomez, c'est l'ancien de l'Inter Miami. Exactement. Et justement, Datmatch, on profite pour faire une petite dédicace à l'Équateur. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la sélection que tout le monde annonce comme tu vois, le gros morceau potentiel. Je suis d'accord. Quand tu vois quand même qu'ils ont encaissé que 5 buts pour 13 marqués en 17 matchs. Je vous l'ai dit, la qualité défensive de l'Équateur, je suis d'accord avec Thibaut, hein, ça va embêter un monde fou. Ça, c'est clair et net. Eux, ils vont vraiment pouvoir chatouiller un paquet d'équipes. Et surtout, Estupiñán, Encapié, Pacho Ordonez, pour passer ça, bon courage. C'est vrai que peut-être ça peut manquer un petit peu de qualité au milieu, en attaque. Mais dès que tu as une bonne défense, c'est déjà une ressource que d'autres ne vont peut-être pas avoir. Donc ça va être important. Mais tu vois, Kenry Paez, s'il se remet en jambes avec Strasbourg, s'il devient un peu plus fit, ça peut être l'affaire. Le bon vieux Ener Valencia, 35 ans, toujours là. Bon, lui, il lâchera pas l'affaire. Après, on avait vu qu'à la Coupe du Monde 2022, qu'est-ce que ça donnera avec 3 ans et demi de plus à voir. Mais tant que tu as cette défense, bon, tu as quand même Gonzalo Plata qui est un bon petit ailier du côté de Flamengo. Donc tu vois, tu as déjà quand même. T'as des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir compter au-delà de ta défense. Mais c'est vrai que
Ce sera casse-bonbon, exactement. Je pense que c'est le bon terme. C'est beaucoup de 0-0, ouais. Je pense que... ouais. C'est peut-être ça la seule limite de cette équipe. Sinon, franchement, sur le papier, c'est fort. Et puis, bah... N'oublions pas qu'il ne faudra pas s'arrêter à 2036 parce qu'il y a encore plein de jeunes équatoriens qui arrivent. On sait que le centre de formation de l'Independiente del Valle, c'est devenu le label premium et que ça a continué à grandir encore, quoi. La Colombie, du coup, qui a tapé la Bolivie 3-0. Du coup, désolé tout à l'heure, j'ai dit que l'Argentine avait tapé la Bolivie, c'était le Venezuela que l'Argentine avait battu. La Colombie qui a battu cette équipe avec Rames et Cordoba buteurs. On a donc du coup Vargas au cage, Arias, le beau vieux Santiago Arias qui est toujours là, Davinson Sanchez, Lukumi, le défenseur de Bologne qui était annoncé du côté de Sunderland. On a Morica, on a un beau milieu de terrain avec Lerma qui joue à Crystal Palace et Richard Rios, le super joueur de Benfica. Et devant, on retrouve Rames, on retrouve Cordoba, un autre Arias et surtout Luis Diaz. C'est quand même pas mal. T'as Quintero qui est là. T'as le Luis Suarez qui est l'attaquant qui était passé par l'OM, qui est arrivé au Sporting, qui est un très très bon attaquant. Voilà, qui s'est bien relancé en Espagne et qui atterrit là pour remplacer Gyökeres. Donc c'est pas un petit nom. Je pense qu'on va le revoir en Ligue des Champions. Je pense qu'on va se rendre compte que c'était l'OM a eu le flair, sauf qu'ils l'ont vendu peut-être un petit peu trop tôt. Donc non, franchement, t'as une équipe, la Colombie, ouais, ça sera un beau morceau. Évidemment, sur le papier, c'est peut-être moins armé que Brésil ou Argentine, mais moi, je trouve que, ouais, moi j'ai toujours bien aimé la Colombie, et c'est une équipe, voilà, il y a... Ah, t'as envie de kiffer avec ça, quoi. Mais ouais, franchement, content pour Ramet, surtout parce qu'évidemment, dernier match à la maison, pouvoir emmener son équipe de nouveau en Coupe du Monde, le Last Dance, je trouve que c'est propre, quoi. Yerry Mina et sa carrière construite sur un but en CDM. C'est vrai que le but de Yerry Mina contre l'Angleterre, ça lui a offert un passeport et pas mal de beaux transferts. Un petit mot sur le retour de Ghezal. J'ai commencé à le dire en début de live, évidemment sur le ton de la rigolade, parce que grosse actu de la journée. Mais bien sûr que c'est assez... Enfin, c'est dingue de voir Rachid Ghezal revenir 8 ans après, un petit peu au dépourvu. Après, bon, t'as besoin d'un offensif en plus. Il connaît déjà le club. Il va pas prendre un gros salaire. Il vient pas pour, tu vois, avec un melon, j'espère, pour dire moi je vais être titulaire et tout. En vrai, il n'y a pas grand chose à perdre. Au pire, si c'est mid, ça sera davantage sur le banc que Karabek, que Moreira, tout ça. Mais bon, je pense qu'il y a quand même besoin de prendre un mec en plus. Et je trouve que pour l'histoire, l'anecdote, ça fait plaisir à voir. Exactement. Stradri qui dit: je ne vois pas comment la Colombie pourra performer en CDM face au niveau d'intensité des équipes européennes quand tu as Rames titulaire dans ton équipe en 2025. C'est vrai, mais ça fait partie de quelques joueurs totems qui sont difficiles à enlever. Parce que c'est vrai que le Rames, la carrière en club, je pense que depuis un petit temps, ouais, Club Léon, il a joué, tu vois, 5 matchs, 1 but, 49% des minutes possibles. Bon, tu vois, il a quand même des petites... Je pense que pour lui, l'objectif, ça va être de se maintenir en forme. Et après, c'est bon, il arrêtera parce que 34 ans. Après, Rames, tu te dis qu'il a 34 ans, alors qu'il a toujours ce visage un petit peu juvénile. Bon, il a pris un petit peu, hein. Mais il a toujours vraiment une bouille. Voilà. Et c'est vrai, comme le dit Mouille Maillot, à l'image de sa splendide Copa América en 2024, il y a des contextes où des mecs se subliment. Il y a des joueurs qui sont meilleurs en sélection qu'en club. Et même si Rames a une belle carrière en club, qu'il a remporté des trophées que beaucoup aimeraient avoir, je te dis, ouais, le Rames version Colombie, on s'assoit dessus. Quelqu'un dit: est-ce qu'on parlera de la zone Asie ? Peut-être qu'on se fera le focus zone Asie lors du prochain live. Comme là, on a vu, je pense qu'on a fait un beau point focus Am Sud et Afrique. Si vous voulez, mardi, on fera vraiment la totale avec voilà, la CONCACAF, avec la fameuse zone Océanie. Si vous voulez, on ira regarder ça. Mais c'est déjà fini l'Asie, c'est ça. Moi, si c'est déjà fini l'Asie, c'est vrai que j'ai pas vu passer de match d'alerte but. Donc je me dis que bon, c'est peut-être un peu moins intéressant à regarder. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir comme compo ? L'Argentine, justement, qui a battu Venezuela avec un doublé du Togo, Lionel Messi. Putain, l'équipe, sur le papier, elle envoie quand même, hein, avec le 4-2-2-2 que Scaloni nous offre. Dibu Martinez au cage, Moïna, Romero, Otamendi, Tagliafico. De Paul Paredes en sentinelle. Et ensuite, tu as Mastantuono, Almada. Et devant, tu as aussi Messi Alvarez. C'est pas mal de mettre une équipe aussi offensive. Franchement, sur le papier, ça
Ça fait bien plaisir à voir. Tu as aussi Eski Fernandez, Nico Gonzalez, Julio Simeone, Nico Paz, Lautaro qui sont rentrés. C'est vrai que tu as un beau vivier. Hein. Balerdi, Lo Celso, McAllister est resté sur le banc. Waouh. C'est pour ça que je dis pas ça pour garder ma place dans hors-jeu. Je peux dire des inepties parfois. Mais pour moi, l'Argentine avec l'Espagne, ça reste favori, franchement, pour la CDM, quoi. Franchement, enfin, s'ils font le back-to-back, je serais pas étonné. Après, ils ont justement cette pression du back-to-back, etc. Mais en vrai de vrai, quand tu vois le 11, le potentiel et surtout la dynamique, l'Argentine, c'est une équipe qui perd pas beaucoup de mémoire, non. L'Argentine, ils ont perdu 3 matchs dans ces éliminatoires. Il n'y a que l'Équateur qui en a perdu moins. Ils en ont gagné 12, personne n'a fait mieux. 2 nuls, 31 buts, personne n'a fait mieux. 9 buts encaissés, bon, l'Équateur version Cholismo plus l'a fait. Mais ouais, t'as perdu contre le Paraguay. Moi, c'est ça, t'en as mis 4 au Brésil. T'as perdu en Colombie. Bon, tu vois, tes défaites, elles sont pas honteuses. Tu vois, aller perdre Colombie et Paraguay, ça peut s'expliquer, quoi. Mais non, franchement, l'équipe, quand je revois ça, et quand je vois surtout le monde qui reste derrière, waouh, c'est chaud, quoi. Et oui, c'est vrai qu'il y a une fameuse finalissima. C'est vrai qu'il y a cette fameuse finalissima. Là, la malédiction des champions du monde. Bon, nous, notre malédiction 2022, on a su faire fi de ça, quoi. On a su s'en défaire. Vas-y, je vais juste regarder peut-être l'équipe d'Uruguay, voir un petit peu à quoi ressemble le 11 que Bielsa a posé face au Pérou. T'as Rochette au cache, t'as Varela, Caceres. J'ai cru que c'était le fameux Caceres, mais je me suis dit non, faut pas abuser. C'est bien Sébastien Caceres, joueur de Club América. Oliveira, Piquerez, Federico Valverde, Betancourt, De Arrascaeta, qui est toujours là. Et ensuite, tu as Pellistri, Aguirre et Rodriguez devant. Secteur offensif, pas mal renouvelé par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Et tu as Ugarte, tu as Vignas, tu as Rodrigo Salazar. Donc ouais, tu as une Uruguay qui, comme quoi, peut réussir à faire sans Godin, sans Jiménez, sans Forlan, sans Cavani, sans Suarez. L'impression que cette équipe pouvait faire sans eux. Et Pellistri, il est au Panathinaikos. Pour répondre à ta question, moi-même, je me demandais. Donc Pellistri, gros espoir, United, tout ça. Immense hype à l'époque, qui est du côté de ça. Et oui, Darwin n'est pas là. C'est vrai que c'est Darwin, peut-être, qui manque à l'appel sur le front de l'attaque, remplacé par Rodrigo Aguirre, attaquant de 30 ans, qui joue lui aussi au Club América. Donc à voir. Le Brian Rodriguez, Club América. En fait, il y a toute l'équipe de l'Uruguay qui est du côté du Mexique, pour info. Et quelqu'un me demandait qui va passer entre Venezuela et Bolivie. Le Venezuela affronte la Colombie et la Bolivie reçoit le Brésil. On sait que les déplacements en Bolivie, c'est toujours à part, à 3000 mètres d'altitude à La Paz. Mais ouais, faut voir en fait qui sera le plus en vacances. Et ce qui est bien pour le Venezuela, c'est que s'ils gagnent, ils sont qualifiés. S'ils font nul, il faut que la Bolivie batte le Brésil. Mais ça va être intéressant. Ouais, je sais que l'Uruguay de Bielsa, le bilan était pas dingue. Je sais qu'ils ont un tout petit peu chuté. Bon, tu vois, ils ont quand même terminé potentiellement 3e. C'est vrai que leur Copa América était pas forcément abouti comme je l'attendais. Ouais, ils ont perdu en demi-finale contre la Colombie, c'est pas honteux, mais ils ont battu le Brésil au tir au but. Ouais, t'as fait nul contre le Guatemala, t'as fait beaucoup de nuls, t'as perdu contre le Pérou. C'est vrai qu'en fait, t'as pas eu beaucoup de victoires. T'as perdu contre l'Argentine, t'as accroché le Brésil chez lui, t'as battu la Colombie chez toi, t'as perdu contre le Paraguay, le gros derby. Et après, c'est vrai que les résultats sont pas dingue. Mais bon, à l'approche de la Coupe du Monde, je pense que ça va se réveiller, quoi. Est-ce que tu as déjà eu un mot sur les débuts de l'Italie Gattuso ? Oui, on a déjà eu un mot sur cette sélection italienne quand on a fait tout le récap des éliminatoires pour la zone Europe. On va s'arrêter là, les amis. Quelqu'un demandait est-ce qu'on peut regarder zone Asie, zone Amérique du Nord. On regardera ça après, histoire de prendre un petit peu plus de recul sur toutes les sélections, faire un gros point peut-être sur les qualifiés. Avant de terminer, je pense que ça vous intéresse toujours de savoir qui y est, qui n'y est pas encore. Comme ça, au moins, on va se projeter un petit peu. Alors, pour le moment, en équipe qualifiée, est-ce que je l'ai ? Ok, on a donc du coup, pour la zone CONMEBOL Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Colombie, Équateur. Pour l'Afrique, le Maroc.
Pour l'Asie, Corée du Sud, Japon, Australie, Iran, Jordanie, Ouzbékistan. Amérique du Nord, pour l'instant, on a les 3 pays hôtes, Mexique, États-Unis, Canada, et l'équipe d'Océanie, à savoir la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande, maintenant que l'Australie, ils ont basculé sur la zone Asie, la Nouvelle-Zélande, il faut vraiment le vouloir pour qu'ils loupent à chaque fois leur place, leur spot quasi attitré. Merci à vous de m'avoir suivi aussi longtemps. C'était un live, ma foi, fast. On a été bavard, mais je pense que c'était important de faire un gros point éliminatoire, qualif, tout ça. C'était, ma foi, bien sympathique. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et surtout un excellent week-end. Salut à tous les amis.